On se retrouve à nouveau, mesdames et messieurs, pour cette fois-ci parler de la conférence nationale. Vous savez, cette semaine, on a célébré le 35e anniversaire de la conférence nationale du 19 au 28 février 1990. Se tenait donc cette rencontre historique desquelles ont découlé plusieurs résolutions. Cet héritage et cette histoire, l'Union progressiste Le Renouveau l'a célébré autrement à travers plusieurs activités, dont un colloque sur 2 journées. Des thématiques ont été traitées par des panélistes. On revient un peu sur cette activité de cette formation politique avec vous, docteur Alessandre Egbako. Vous êtes sociologue politiste et également membre de ce parti, Union progressiste Le Renouveau. Bonjour. Bonjour madame. Merci d'être là pour revenir un peu sur le pourquoi de cette activité initiée par votre formation politique. Alors, d'entrée, la première question, docteur Egbako, quelle est selon vous l'importance pour un parti politique comme Union progressiste Le Renouveau de célébrer cette date de 19 au 28 février 1990? Merci pour votre question. Célébrer cet événement, c'est très capital pour l'Union progressiste Le Renouveau et tous les Béninois d'ailleurs, parce que c'est un patrimoine désormais. Et en tant qu'héritier de ce patrimoine, nous avons le devoir de non seulement reconnaître les combats que nos aînés ont menés pour que notre pays soit libéré en 1989, qui a ouvert la porte au renouveau démocratique. Et donc, c'est un héritage que nous, à l'Union progressiste, en tant qu'héritiers de cet événement, nous revendiquons. Et pour ça, nous n'avons pas commencé par le colloque dont vous avez fait allusion. Il y a eu des manifestations organisées avant le jour du colloque. C'est par exemple les célébrations religieuses pour la paix que le parti a organisées. On avait eu une messe d'action de grâce en la cathédrale Notre-Dame de Miséricorde de Cotonou pour un culte catholique. Ensuite, nous avons eu aussi un culte protestant au temple Yenawa à Akpakpa. Il y avait aussi une prière musulmane à la mosquée de Yarakene à Parakou, et aussi un culte pour les christianistes célestes à la paroisse mère de Porte-Novo, et ensuite un culte évangélique à Dogbo, Foncome, je veux dire, et puis des prières traditionnelles, notamment au temple Zewa à Abomey. Et donc, l'Union progressiste a décidé d'organiser ces cultes pour la paix dans notre pays, surtout que nous avons des échéances très importantes en 2026. Et l'Union progressiste a pour credo la paix. C'est pour ça que nous avons renouvelé cet attachement à la paix à travers ces cultes que nous avons organisés dans tout le pays. Et donc, à la suite de ces cultes, on a organisé aussi des formations pour les formateurs pour aller former nos militants un peu dans les sessions, dans les sous-sessions et dans les cellules à travers tout le pays. Parce que célébrer la paix dans les temples, c'est bien, mais il faudrait aussi que nous rappelions à nos militants le comportement qu'ils doivent avoir pendant les périodes électorales et surtout tout le temps. C'est pour ça qu'on a initié ces formations pour leur rappeler les comportements qui doivent être les leurs à tout moment sur le terrain pour préserver la paix. Et tout cela s'est fait dans la période? Dans la période, c'est du 15 février au 2 mars. Donc, ça couvre toute la période, y compris la période anniversaire de la conférence. Et donc, voilà. Donc, pour arriver maintenant au colloque,
Je voudrais vous dire que c'est un colloque très intéressant qui a été organisé. Nous avons été débordés par les Les demandes de participants, participation. On n'a pas pu accueillir tout le monde. tout le monde. Et donc, ici, je présente au nom de la haute direction du parti, de la direction exécutive nationale, du bureau politique, nos sincères excuses à nos militants, les sympathisants, les amis et les autres qui n'ont pas pu assister à ce colloque. Donc, il était important de rappeler cela. Donc, le colloque, en fait, c'est sur en fait, la conférence nationale. Donc, le thème, c'est les systèmes démocratiques africains, cas du Bénin. Et donc, on a voulu, à travers ce colloque, essayer de revisiter un peu tout ce qui a pu se passer dans la période en fait, dans les années 80, qui nous a conduit à la conférence en 90, les décisions issues de la conférence et comment est-ce que les différents régimes ont travaillé, ont mis en application les décisions issues de la conférence nationale jusqu'à nos jours. Donc, c'était l'objectif et on a décliné des thématiques à travers 3 panels qui se sont globalement bien déroulés. Justement, le premier panel suivi par ceux qui ont fait le déplacement portait sur le système partisan. On peut dire que ce panel a retenu l'attention, puisque comme vous l'avez dit, on s'achemine vers des échéances. On parle de système partisan, on sait tous que ce dont on a hérité en 90, c'est le multipartisme. La question que je vais vous poser, est-ce que ce multipartisme-là est toujours mise en œuvre aujourd'hui avec la réforme qui est intervenue en 2018? C'est vrai qu'on a entendu les panélistes là-dessus, mais c'est vous qui rendez compte aujourd'hui. Voilà, je vous pose la question. Merci pour cette question. Avant de venir à la question, permettez-moi de retracer un peu le contexte dans lequel nous étions, qui nous a conduit à la conférence. Il faut le dire, nous étions dans un contexte de crise. Les années 80 sont incluses, en fait, dans la période qu'on appelle la guerre froide, où après la Seconde Guerre mondiale, il y avait 2 grands vainqueurs, à savoir les États-Unis et l'URSS. Les 2 grands gagnants avaient des idéologies qu'ils voulaient répandre à travers le monde. Ils ne se sont pas entendus. Donc, chacun est allé de ces principes pour lesquels il s'est vu réputé être le meilleur pour essayer d'aller encadrer les autres. Il faut le rappeler, les grandes puissances ont toujours cette habitude de vouloir étendre leur hégémonie au-delà de leurs frontières pour aller contrôler d'autres pays, c'est-à-dire marquer des présences un peu partout pour être efficace en matière de contrôle et d'imposition d'idées. Donc, on va le dire comme ça. Donc, les 2 ne se sont pas entendus. Les États-Unis sont attachés au libre-échange, la liberté politique, la démocratie, état de droit, pendant que l'autre côté, le bloc soviétique était attaché au socialisme. Et voilà, le parti unique, c'est leur credo, en fait. Donc, dans la période, notre pays a pris position. Le Bénin a pris position pour l'URSS. C'est pour ça qu'ils ont importé tout ce que développait comme idéologie l'URSS, c'est ça qu'ils ont implanté au Bénin. C'était le socialisme, le marxisme-léninisme. Et donc, du coup, ça ne plaît pas à la partie adverse, c'est-à-dire je vais dire les Américains, le bloc occidental, si vous voulez. Donc, c'est devenu en fait une histoire on va dire de guerre douce, c'est-à-dire chacun cherche forcément à casser le pied à l'autre là où il a pu asseoir son hégémonie pour prendre sa place. Et donc, le Bénin est rentré dans une histoire en réalité à la base qui n'est pas la sienne. Donc, voilà, les années 80, la situation économique du Bénin s'est beaucoup dégradée.
les fonctionnaires étaient plus payés, l'école ne marchait plus, les conditions sociales de vie sont devenues très intenables pour les Béninois. Et donc, il y a eu des soulèvements. Il y a des Béninois qui ne pouvaient plus. Donc, la seule façon, c'était de s'organiser pour changer ce régime. Cette partie a reçu des appuis de l'autre camp, le bloc occidental, pour essayer de les appuyer pour qu'ils arrivent en fait à renverser la situation pour qu'eux puissent venir s'installer. Donc, c'est un peu ça le jeu qui se passe. Donc, on est arrivé à une situation où le Bénin enregistrait en fait, par exemple, des baisses de recettes en exportation. Bien sûr. Alors que le Bénin, à l'époque, dans les années 80, il y avait déjà ce qu'on appelait, enfin, le Bénin faisait partie, ou fait partie, j'allais dire, de ce qu'on appelle le groupe des États d'Afrique, Caraïbes, Pacifique, qui entretenait une coopération avec l'Union européenne. D'accord. Le groupe ACP, en fait, c'est juste une mutualisation des anciennes colonies françaises, britanniques, portugaises, réunies à Bruxelles sous la dénomination groupe ACP qui coopère avec l'Union européenne. Et dans cette coopération, l'Union européenne, à travers ce qu'on appelait le Fonds européen de développement, apportait de l'aide à ces pays et a mis en place des facilités, par exemple, qu'on appelle le STABES, c'est-à-dire c'est un fonds de stabilité des exportations. Donc, si un pays du groupe ACP avait de problèmes au niveau des exportations, quand le pays enregistre des baisses, le pays peut recourir à ce fonds pour pouvoir équilibrer les choses. Mais le Bénin faisait partie déjà de ce groupe et nous étions dans les conventions de Lomé, puisque les conventions de Lomé, c'est de 1975 à 2000, il y en a eu 4. Et c'est dans ces conventions qu'il y avait le fonds de stabilité pour les exportations. Mais le Bénin n'a pas pu bénéficier de ce fonds dans le temps, tout simplement parce que le Bénin était dans l'autre camp, dans le camp soviétique. Donc, les Occidentaux, c'est-à-dire les Européens, ne se voyaient pas octroyer de l'aide à un pays qui leur a fait un bras d'honneur, en fait, pour aller se mettre de l'autre côté. Donc, le Bénin s'est vu un peu refuser cet acte-là. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a aussi des actions de l'autre bloc pour essayer d'obliger les pays qui étaient de l'autre bloc pour les rejoindre. Donc, il y avait cette histoire-là. Donc, c'est pour vous dire que ce qui s'est passé au niveau national a quelque chose à voir avec ce qui se passait dans le monde, dans le contexte à l'époque. Pour vous évoquer un autre exemple pour montrer comment on est sous influence en permanence des grandes puissances, je prends le cas de l'Ukraine. L'Ukraine, jusqu'en 2014, était sous influence russe, puisqu'il y avait un président qui était au pouvoir, qui est pro-russe, c'est Viktor Yanukovych. Et en 2014, les Occidentaux qui voulaient faire entrer l'Ukraine dans l'OTAN n'arrivaient pas à le faire avec ce président. Donc, ils ont activé les canaux diplomatiques, les circuits diplomatiques, jusqu'à ce que le régime de Yanukovych est tombé et ils ont mis à sa place Petro Poroshenko, qui est un président, lui, pro-occidental. Vous voyez le jeu? Donc, chaque puissance cherche à avoir à la tête d'un pays un président qui est proche de lui pour pouvoir étendre son hégémonie. D'accord. Le cas le plus récent. Oui, très vite. Très vite, voilà. Le cas le plus récent. Ça va faire long. Ouais, le cas le plus récent, c'est les pays de l'AES. Une fois qu'ils se saisissent des pouvoirs, les régimes kaki chassent les Français pour installer les Russes. Donc, c'est pour vous dire que nous sommes, nous, les pays faibles, en permanence en train de nous chercher entre les idéologies des grandes puissances parce que nous n'avons pas réussi à implanter notre propre. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Quand on revient à ma question. Voilà. Donc, pour revenir à votre question, effectivement, les deux grandes décisions phares issues de cette conférence, c'est le libre-échange et la liberté politique, état de droit et démocratie. Donc, comme c'est la démocratie, c'est la liberté, juste après la conférence, tous les Béninois ont commencé à créer des partis politiques. Même on a appris qu'il y a des partis de famille. Donc, c'était un bazar total. C'était pas organisé. Et donc, chacun allait créer quelque chose pour aller faire un peu du clientélisme et tout ça pour avoir un peu
de ristourne quand peut-être quelqu'un qu'il supportait gagnait les élections. Donc ça fait qu'il y avait énormément de partis politiques et ça me rappelle ce que j'ai découvert en Haïti il y a une dizaine d'années où c'était le même schéma, ils avaient plus de 200 partis politiques où je demandais pourquoi il y a autant de partis politiques. On me disait que c'était la seule façon de survivre. Donc les Béninois étaient dans le même schéma. C'était mal passé, c'était mal pensé ou c'était mal structuré, bien pensé mais mal structuré. Oui, je peux vous l'accorder. C'était mal pensé. C'est-à-dire la liberté de créer, ben, chacun y va, quoi. Vous voyez, tout le monde crée et puis il n'y avait pas du tout d'organisation. C'était le bazar total. Donc c'est ça que tous les Béninois ont fait pratiquement jusqu'à l'arrivée du régime actuel en 2005 qui a fait des réformes 2016. et qui a organisé notre échiquier politique, qui a essayé de structurer beaucoup plus la scène politique béninoise. Et je peux vous garantir, nous sommes dans le multipartisme aujourd'hui. Ce n'est pas que il y a quelques partis. Aujourd'hui, on peut dénombrer, je crois, une quinzaine. Voilà. Donc, c'est déjà, je dirais même, c'est déjà même beaucoup pour notre pays parce que vous savez, des grands pays démocratiques comme les États-Unis, vous voyez, ils ont que 2 partis phares. Or, nous, pays pauvres, voilà, on continue de faire choses là. Donc, nous sommes toujours dans le multipartisme et je peux dire que aujourd'hui, la mise en application réelle avec une certaine efficacité dans l'échiquier politique, c'est le système partisan que le régime actuel a mis en place depuis 2016 pour que le jeu politique se déroule véritablement, pour qu'il y ait véritablement de l'animation de la vie politique. Ce n'est plus chacun se lève, il fait ce qu'il veut. Aujourd'hui, on a donné plus de pouvoir aux partis pour pouvoir véritablement tenir la scène politique béninoise et on ne peut plus aller en politique ou dans telle ou telle politique, n'importe comment. Vous ne pouvez plus faire la transhumance politique comme vous avez l'habitude de le faire. Aujourd'hui, la transhumance, ça existe toujours, monsieur. Oui, ça existe, mais ce n'est pas comme avant. Et en plus, vous ne pouvez pas migrer comme vous voulez vous pouvez pas quitter un autre bord pour aller à un autre bord. Aujourd'hui, avant, au Parlement, on pouvait voir du jour au lendemain quelqu'un qui est d'un autre camp qui se lève comme ça pour aller se mettre dans l'autre camp. Non. Aujourd'hui, la politique, c'est vraiment un engagement et on nous demande aux gens de dire quand vous êtes engagé, restez fidèle à votre parti pour éviter les trahisons. Et c'est ça, quand on permet les transhumances n'importe comment, c'est ça qui amène le désordre souvent au Parlement où feu Madame Rosine Vieira nous avait dit que le Parlement béninois en temps était devenu un Parlement à quoi. Et donc, c'est à croire que les parlementaires de l'époque étaient devenus des businessmen. Donc, on va au Parlement on va juste voir les populations pour leur parler, leur mentir, juste pour avoir leur vote. Et puis, arriver au Parlement, on en fait autre chose. Ce n'est plus le cas. Voyez, donc la scène politique béninoise aujourd'hui est beaucoup plus structurée, beaucoup plus organisée avec les réformes qui sont intervenues depuis 2016. Et si on vous demande ce qui fait la force de cette réforme aujourd'hui, M. Igbako? Sa force réside en fait dans le pouvoir donné aux partis politiques. D'accord. Le pouvoir est donné aux partis. Avant, c'était des individus propriétaires des partis politiques qui faisait tout, qui organisait tout. Aujourd'hui, on a donné le pouvoir aux partis politiques et à l'intérieur des partis politiques, il y a un système de démocratie à l'intérieur des partis politiques pour faire tout ce qu'il y a à faire. On ne fait plus les choses en désordre. Donc, le parti politique aujourd'hui a en fait, la force de ces réformes réside en fait au sein des partis politiques. On peut aussi indexer le financement qui reste un élément important aussi parce que avant, il faut le rappeler, c'est un individu peut-être qui finance le parti et que c'est devenu sa propriété. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Vous dites que cette force, c'est de mettre les partis politiques au cœur justement de l'action de développement. Est-ce que les partis sont effectivement prêts pour gérer le pouvoir, M. Igbako? Alors, moi, je vais parler de ma formation politique pour vous dire que déjà, c'est le plus grand parti politique du Bénin, avec une organisation parfaite, je peux dire. C'est le parti. Non, je le dis parce que c'est vrai. C'est le parti le mieux structuré aujourd'hui
pour moi au Bénin, avec Bon, là, c'est des le militant instances. qui parle ou bien Non, c'est le sociologue qui je parle? dirais les deux. Ah, les deux. Je dirais les deux. Bon. Parce que je suis engagé désormais et je regarde les choses avec les deux casquettes. J'avais observé pendant longtemps avec ma casquette de sociologue. Et j'ai découvert effectivement que, au fond, ce parti est un parti très solide, avec une organisation très efficace. La preuve, lors de la commémoration des 35 ans de notre conférence, est-ce que vous avez vu des actions d'autres partis sur le terrain à part les actions du parti Union Progressiste Le Renouveau? Nous, avant tout, c'est la paix. On a commencé par des messes d'action de grâce pour réaffirmer notre credo qui est la paix. Ensuite, nous nous sommes appropriés de cet héritage qui est la conférence. Nous avons organisé une conférence et nous avons débattu de plusieurs thématiques et les résultats sont là. Si on n'était pas organisé, si on n'était pas attaché à la paix, je crois que vous n'allez pas nous voir durant ces périodes sur ces questions-là. C'est parce que nous savons que c'est très important pour le pays et nos militants doivent savoir que c'est un héritage et que les prochaines échéances aussi, on doit avoir des attitudes de paix. Et je n'ai pas vu un autre parti. Alors, je vous demandais si, selon vous, avec lecture, les partis politiques sont effectivement prêts pour gérer le pouvoir d'État 8 ans après cette réforme. Je vous dis, l'Union Progressiste Le Renouveau est plus que prêt. Oui, mais la réforme ne concerne pas que l'Union Progressiste Le Renouveau. Oui, justement, c'est ce que je vous dis. Un parti d'accord. Permettez il y a d'autres formations politiques. Je comprends. Permettez-moi de dire d'abord ce qui me concerne, ce qui concerne ma formation politique, pour dire que nous, à notre niveau, nous sommes prêts. D'accord. Et nous l'avons prouvé. C'est pour ça que nous sommes très actifs depuis quelque temps. Et comme je l'ai dit, certainement vous l'avez remarqué, nous sommes plus actifs sur le terrain, plus que les autres partis politiques. Donc, si nous sommes très actifs, nous pouvons dire que nous sommes prêts pour le job. Les autres, on ne sait pas exactement comment ça va se passer pour eux. Ce qui est sûr, nous ne les voyons pas trop. Alors que le temps approche, peut-être qu'ils se disent, bon, ils se donnent du temps et ils se disent qu'ils ont le temps. Mais nous, on pense que les élections, c'est déjà là. Oui, donc il faut... vous êtes prêt à l'Union Progressiste Le Renouveau. Votre taille et également la taille qui fait en sorte que votre financement est assez consistant vous permet d'être prêt. Mais les autres formations politiques, par exemple, qui ne sont pas éligibles au financement politique, et les autres également, qui pensent que la réforme, elle est bien pensée, mais la forme n'est pas toujours agréable pour permettre aux autres de suivre. Là, nous entrons quelque peu dans les contestations, justement, de cette réforme-là. Est-ce que tout le monde part toujours sur le même pied d'égalité, Monsieur Igbako? La loi, elle est établie pour tout le monde. On ne peut pas établir des lois d'une république à la tête de chacun. C'est une loi de portée générale, ça concerne tout le monde. Et si, vous dites, comme vous le dites, l'Union Progressiste Le Renouveau a plus de financement, tout ça, c'est parce que nous avons travaillé. Nous avons travaillé pour être là. Nous n'avons pas volé quelqu'un. Nous n'avons pas négocié. C'est notre travail, c'est la récompense de notre travail. Nous invitons tous les partis à travailler au lieu de passer tout le temps dans les médias à critiquer, à dire des choses qui sont parfois fausses. Seul le travail pendant les prochaines élections peut nous donner une place. Donc nous, notre place de premier parti politique, nous l'avons méritée. Nous n'avons pas recueilli cela, voilà, pas des voix. Non, c'est le peuple qui nous a donné ce pouvoir-là. Et c'est pour ça que nous continuons à entretenir des liens avec ce peuple, avec nos militants. Nous ne sommes pas des gens que pendant les élections, nous allons voir les militants et après les élections, on les oublie. Non, nous continuons à entretenir les liens. Donc, je demande juste aux autres partis de travailler et surtout leur dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, tout le monde peut gagner les élections en 2026.
il suffit juste de travailler. Si quelqu'un ne travaille pas, ben, les résultats seront à la hauteur de l'effort qu'ils ont fourni. Donc, nous, on continue à fournir les efforts. C'est pour ça que, dans le cadre de cette commémoration, nous avons initié beaucoup d'actions. Et je vous assure, madame, c'est du travail. Le progrès vient après le travail des partis politiques. Si l'on ne travaille pas, je ne pense pas, même si je dis, je prends le truc au niveau individuel. Oui. Si vous restez chez vous, Madame Toboula, vous ne travaillez pas, vous avez des charges, vous avez envie d'avoir un bien-être social. Mais si vous ne travaillez pas, si vous n'allez pas croiser les crampons avec les autres pour essayer de tirer votre épingle du jeu et que vous restez chez vous, vous ne pourrez pas accéder au bien-être social. Donc, les partis, en fait, travaillent pour le développement du Bénin. Et donc, le travail qu'on demande à tous les partis politiques, c'est d'essayer de concocter des projets de société pour essayer de convaincre les militants, puisque les militants vous accordent leur suffrage en fonction de ce que vous leur présentez. Si les militants se reconnaissent dans vos programmes, ils vont voter pour vous parce qu'ils estiment que ça là, ou tel point qu'ils proposent, ça me concerne. Je pense que c'est par là que nous allons sortir. Je pense que c'est par là que nous allons accéder au développement. Donc, il faut être réaliste et ne pas être, je dirais, le mot m'échappe, il faut pas aller présenter n'importe quoi. Parce que le peuple béninois aujourd'hui est tellement mieux que vous allez les voir vous présenter n'importe quoi et ils vont rien vous dire. Mais le jour J, ils vont vous sanctionner. C'est vous dire, arrêtez de nous prendre pour des cons. C'est pour ça qu'il faut préparer de vrais projets qui reflètent la réalité, les besoins et les aspirations du peuple. Donc, c'est par là que le peuple vous dira, oui, ce que vous nous présentez, nous pensons que nous irons au développement avec ça. Si on revient sur un peu sur le registre des contestations, il y a ces partis qui vous font le procès d'avoir mis le coup d'avance sur eux parce que vous êtes peut-être au gouvernement. Ils vous opposent aussi cette affaire de consensus à valeur constitutionnelle que d'aucuns estiment que c'est juste une entente circonstancielle, donc rien à voir avec la Constitution. Voici ma question. Vous dites que vous êtes un parti de paix. Vous posez des actions certainement dans ce sens. Mais quand il s'agit de ce que réclament peut-être ceux qui ne sont pas au même diapason que vous, vous faites peut-être la sourde oreille. Est-ce qu'on cultive toujours des actions de paix qui reste aussi un élément que la conférence nous a allégué? Alors, je vais vous rappeler ce que j'avais dit à un instant. La position que nous occupons aujourd'hui, nous l'avons méritée. D'accord. Parce que nous avons travaillé. On ne va pas en politique pour les beaux yeux de quelqu'un. Quand vous allez en politique, c'est pour gagner. Et pour gagner, il faut travailler. On ne peut pas être... Il n'y a pas de fraternité en politique. Ce que vous dites, bon, il faut voir un peu parce que c'est des petits... Non. Si vous ne vous sentez pas capable, ne rentrez pas dans le jeu. Parce que la scène politique, c'est la bataille. Il faut se battre. C'est comme un peu à l'école. Ceux qui sont toujours premiers, vous êtes dernier, après vous leur demandez, ben, faites un peu en sorte que moi-même je puisse passer. Ben non, ça ne se fait pas comme ça. On a mis des lois en place pour tout le monde. Après, ça dépend de comment chacun essaye de mettre en application ces lois, de mettre en application les choses pour occuper une certaine position. Nous avons pris le large et ce sera ainsi. Et comme le dit souvent mes camarades, nous sommes partis pour continuer à gérer ce pays encore 10, 20, 30, même 100 ans. C'est notre objectif et nous sommes en train de travailler pour. Et donc, si quelqu'un est à la traîne, écoutez, nous, on n'a pas le temps de s'occuper de lui. Alors, le second panel qui a été et bien évidemment conduit porte sur l'état de droit et la justice. Alors, pensez-vous que nous avons réussi
quand on fait le parcours 35 ans après, parce que nous avons réussi dans ces registres-là, l'état de droit et la justice qui restent aussi des résolutions majeures de cette conférence de 90. Et Mm. bien sûr que c'est vrai, c'est le début, on sortait d'une situation, c'était d'une crise où les libertés étaient confisquées, où le droit était à la tête de clients. Donc, c'est normal que le lendemain, les choses ne puissent pas se mettre en place. Nous avons fait notre bonhomme de chemin sur cette thématique-là. Et aujourd'hui, avec les réformes, c'est une réalité. Nous sommes dans un état de droit. Les Béninois jouissent de leur liberté. Les Béninois, quand ils vont devant les juridictions, je crois qu'il y a une justice équitable. Il y a une justice qui est rendue. La justice, il peut y avoir des erreurs. Ça, il faut le concéder. Même en France, même aux États-Unis, on a condamné des gens à la peine capitale. Ils sont restés dans le couloir de la mort pendant des années, mais à la fin, on a reconnu qu'il y avait des failles dans le jugement. Ça peut arriver. Notre pays n'est pas hors de ces erreurs judiciaires. Donc, mais ce n'est pas trop prégnant, on va dire, au Bénin. Il y a de la justice. Je pense que les Béninois jouissent de leurs droits. Tant que vous n'enfreignez pas la loi, vous êtes libre, vous faites ce que vous voulez. Et tout ce qu'on demande, quand vous agissez, soyez sûr que vous êtes capable d'assumer, de justifier. Il faut pas faire pour faire. La loi, par exemple, sur les publications n'importe comment dans les médias. Aujourd'hui, on vous dit, quand vous déclarez quelque chose, quand vous publiez quelque chose, vérifiez la source. C'est tout ce qu'on demande. Ce n'est pas qu'on est en train je vais dire, de vouloir poursuivre les Béninois n'importe comment. Non, nous sommes dans un état de droit et on dit nul n'est censé ignorer la loi. Donc, quand vous agissez, soyez-en sûrs. Si ça respecte les lois de la République, vous n'aurez aucun problème. Le bas a-t-il blessé pour qu'aujourd'hui on en soit à restaurer l'autorité de l'État sous Patrice Talon parce qu'on en a suffisamment entendu parler. Alors, où est-ce qu'on a raté le coach en matière du respect de l'autorité de l'État? Oui, c'est comme je vous dis, c'est un long processus. Vous voyez, nous sortions d'une situation où les choses n'étaient pas en place. Les Béninois se comportaient comme ils veulent, des fois bien, des fois pas bien. Et donc, c'est ce comportement que nous avons adopté. Mais ce sont des comportements qui ne facilitent pas à remettre un pays sur les rails du développement. Donc, il faut un cadre d'abord. Il faut cadrer toutes ces choses, ces comportements. Et quand on va commencer à implémenter les réformes, ça pourra prendre facilement. Donc, il fallait un cadre avant de commencer à se lancer sur un certain nombre de choses. Ça dit qu'on n'en avait pas? On n'avait pas de cadre? On avait, mais on s'était quand même entendu sur quelque chose. Oui, mais c'était pas bien appliqué, c'était pas bien observé. Donc, il fallait, quand on a dit on va encadrer les droits de grève, par exemple, vous allez voir le tollé que ça a créé. Mais imaginez que si on avait laissé la porte ouverte comme c'était et qu'on commence à réaliser tout ce qu'on va avec les affatages, les édifices publics, vous imaginez les grèves, la rue est bloquée, des choses comme ça, on va arriver à la destruction des biens publics. On va détruire beaucoup de choses. Donc, il fallait cadrer un peu le comportement des gens avant de commencer à dérouler les actions de développement. Donc, il fallait cadrer pour réaffirmer l'autorité de l'État, comme vous le dites. Donc, si on ne le faisait pas et qu'on commence les choses, vous voyez, c'est la porte ouverte à tout. C'est pour ça qu'il était important de mettre en place, de faire des réformes pour restaurer l'autorité de l'État avant de commencer à dérouler ce qu'il y a de bien pour notre pays. Est-ce que vous êtes sûr aujourd'hui qu'on comprend mieux cette restauration ou bien cette structuration pour faire cette réforme que vous donnez le nom que vous voulez? Oui, beaucoup ne comprennent pas. Vous voyez, beaucoup ne comprennent pas parce que ils étaient dans leur confort. Ils faisaient ce qu'ils voulaient. C'est un peu comme avant,
on n'était pas sûr, ce n'était pas sûr que euh, l'argent de l'État aille véritablement dans les caisses de l'État. On savait que, bon, quelque part, quelqu'un pouvait mettre l'argent de l'État dans la poche pour rentrer chez lui. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Les choses sont tellement bien organisées. On a eu la dématérialisation des services publics. Et donc, voilà, il fallait mettre un peu ces dispositifs de bonne gouvernance économique et sociale pour permettre que l'État puisse avoir véritablement le contrôle sur le pays et pouvoir dérouler son plan d'action. Est-ce qu'avec tous ces éléments, docteur Egbakor, on peut dire qu'avec le temps et le chemin parcouru, eh bien, le citoyen béninois se retrouve dans un état, bon, je ne vais pas dire nation, en tout cas dans un état qui l'accompagne réellement, dans cette démocratie qu'on a choisie. Oui, véritablement, à partir de 2016, c'est là où nous avons vraiment commencé à mettre en application l'esprit de la conférence nationale. Ah bon, exclusivement? Bon, Je, le docteur se réfère quand même non, à l'époque 91. je vous dis, je vous ai dit tout à l'heure qu'en réalité, nous sortions d'une situation et qu'il y avait des habitudes qui étaient têtues, que les gens faisaient, mais la concrétisation réelle de ce que nous avons hérité de la conférence a véritablement, puisque après la conférence, il n'y avait pas véritablement des réformes. Il y a, par exemple, à la sortie de la conférence, il n'était pas question de la bonne gouvernance, de la gouvernance économique et sociale. Le président Soglo a dirigé le pays avec des programmes d'ajustement structurel. Et par la suite, c'est les DSRP qu'on a utilisés. Aujourd'hui, il y a des institutions qui sont créées avec des procédures pour cadrer chaque activité dans chaque secteur. Et ça fait que aujourd'hui, les Béninois sont habitués à des procédures. Quand ils sont à un poste, ils savent les procédures qu'il faut observer pour atteindre les objectifs. Et atteindre ces objectifs, c'est ça qui va, ce sont ces objectifs qui vont promouvoir le progrès social et le bien-être des gens. Donc, il fallait mettre ces cadres-là de gouvernance économique pour que les actions puissent porter. C'est pour ça que je vous dis, il fallait un cadre. Au début, c'est difficile, mais aujourd'hui, tous les Béninois sont habitués à cela. Les Béninois savent que aujourd'hui, on peut payer des choses en étant chez soi. Là, on peut faire des demandes. Vous prenez les côtés peut-être positifs des réformes. Sinon, on écoutez, dira la contestation des décisions de justice continue d'être une réalité. Comme je vous l'ai dit, madame. Et il y a plusieurs registres comme ça. Je viens de vous le dire. Oui. La justice, il peut arriver. Et surtout quand on a une décision qui ne vous arrange pas, vous n'êtes pas contente. Mais le problème, c'est que c'est la justice. On a rendu une décision. Donc aujourd'hui, les réformes qu'on a eu à faire, qui n'arrangent pas certaines personnes, c'est normal qu'ils ne soient pas d'accord, qu'ils critiquent. Mais les réformes... Donc c'est la géométrie variable. C'est la géométrie variable. Quand ça n'arrange pas quelqu'un, c'est pas bon. Or, ce qu'on est en train de faire, c'est pour un bien-être, c'est pour préparer l'avenir. C'est vrai qu'au début, les Béninois n'arrivent pas à se rendre compte. Mais je crois que beaucoup, 8 ans après la gouvernance de M. Patrice Talon, beaucoup ont commencé à comprendre. Même des gens qui étaient contre ce régime au début, aujourd'hui, ont rallié le camp au pouvoir. Bon, donc, il y a encore des opposants dans le pays. Mais avec le temps, ils vont s'habituer. Ne soyez pas surpris que d'ici là, d'autres Béninois de l'opposition, comme vous le dites, nous rejoignent parce que nous y croyons. Et au début, tout le monde ne croyait pas. Mais aujourd'hui, beaucoup ont cru et ils ont rejoint les rangs. Alors, vous avez dit que les résolutions de cette conférence ont réellement été matérialisées depuis 2016 au Bénin. Alors, il y a beaucoup qui s'en prennent quand même à la pratique démocratique que Patrice Talon, que le chef de l'État, implémente. Et il y a beaucoup de critiques sur la démocratie que Patrice Talon pratique. Il l'a assumé à plusieurs occasions. Il a complètement assumé. Mais
on a réellement besoin de cette forme-là de démocratie. Est-ce que c'est celle pensée réellement en 90 Oui, ou bien que cette même démocratie a subi un coup de réforme? Parce que bon, sous la rupture, ce n'est que des réformes. justement. C'est-à-dire, la démocratie, c'est pour nous conduire à la prospérité. Mais est-ce que de 91 jusqu'à la veille de 2016, Oui. est-ce que nous avons eu le développement? Est-ce que nous avons eu le bien-être social? Vous savez, Patrice Talon vient de faire 8 ans. Et vous savez comment est-ce que ce pays a été transformé en 8 ans. Ça veut dire que les autres pouvaient, les régimes précédents pouvaient faire autant. Mais ils n'ont pas fait. C'est vrai, ils ont implémenté leur façon de comprendre les choses, mais ça n'a pas donné véritablement un coup d'accélérateur pour que les Béninois accèdent au bien-être social. Parce que le but final, c'est cela. Mais depuis 2016, regardez par exemple notre cadre de vie. Regardez notre ville Cotonou. Les autres villes aussi, je veux dire, aller à Parakou, aller à Ouida. Vous avez vu les transformations qu'il y a eu. C'est parce que il y a une autre forme de démocratie qui pouvait nous sortir, qui pouvait nous amener là, que les autres n'ont pas su implémenter. Peut-être que les voix critiques vont vous demander, bon, votre pratique démocratique à vous, c'est de tout faire pour faire taire ceux qui sont contre afin d'avancer. Je Non, dis, hein, on vous ouais, poserait ouais. cette question. Non, Je non, n'ai pas meilleure image que celle que non, non, j'utilise du pour tout, vous du tout. poser la question, mais Les voilà. Béninois continuent de parler, de faire ce qu'ils veulent. On a empêché quelqu'un de faire quoi que ce soit. C'est juste que, comme vous l'avez dit, c'est parce qu'on a noté des failles dans les régimes précédents et surtout qu'il n'y avait pas de l'autorité au niveau de l'État. Donc, c'est pour ça que il faudrait redonner cette autorité au Téva pour reprendre le contrôle sur le pays et commencer à implémenter les politiques. Ce n'est pas museler les gens, ce n'est pas empêcher les gens. On demande aux gens juste pour dire désormais, il faut qu'on aille véritablement au développement. Et pour y arriver, voilà la façon dont nous allons procéder. Et c'est ça que Patrice Talon a fait savoir aux Béninois. Beaucoup n'étaient pas contents, mais on ne peut pas, parce que certaines personnes ne veulent pas, certaines personnes sont bousculées dans leur confort, dans leurs intérêts, qu'il faudrait dire, bon, on laisse tomber. Non, le président Patrice Talon avait véritablement un souci, c'est d'apporter du bien-être aux Oui, mais Béninois et de développer ce pays. Oui, mais quand dans ce format-là de parti démocratique, d'autres se sont exclus, comment on est censé prendre cela, le docteur Il n'y Egbako? a aucune exclusion au Bénin. Aucune. Aucune. C'est comme je vous l'ai dit tout à Pourtant, il y l'heure. a quelqu'un dans vos rangs qui a tenu un discours contraire, hein. Bon, Peut-être il n'a pas bien compris. je parle de l'ancien président de l'Assemblée nationale, qui reste un militant de votre Bon, formation politique. écoutez, Non, la question n'est pas non, sur ce qu'il a je dit, crois que mais mon c'est juste pour vous parti, dire je crois que mon il y a des gens qui parti, pensent contraire même dans vos rangs. je pense que mon parti a déjà vidé cette question et je ne suis pas qualifié pour revenir là-dessus. Non, la question n'est pas sur sa déclaration. Vous Oui, avez dit qu'il n'y a pas d'exclusion. oui, Et je veux dire que même dans vos rangs, on estime qu'il y en a quand même. c'est ça que je vous dis. Il n'y a pas d'exclusion. Quand on fait une loi, forcément, il y a des gens peut-être qui se retrouvent à la marge, mais ce n'est pas impossible pour ces personnes de rentrer dans les rangs. C'est parce que peut-être les compréhensions ne sont pas les mêmes, mais on fait de la pédagogie, on va pas arrêter d'expliquer, on va continuer à expliquer. C'est pour ça que nous tenons toujours en haleine nos militants, on leur explique les choses pour qu'ils comprennent véritablement ce que nous sommes en train de dérouler. Il y a des moments où tout le monde n'a pas la même compréhension, mais qu'à la fin, on finit par s'entendre et que voilà. Donc, ce n'est pas un avatar s'il y a quelques personnes qui ont d'autres compréhensions de ce que nous faisons. Je pense que voilà, avec le temps, ils vont comprendre et véritablement, comme je vous l'ai dit, on peut aussi évoquer le cas des gens qui quittent l'autre côté pour nous rejoindre.
c'est parce que, voilà, à un moment donné, ils sont convaincus qu'ils ont décidé de rompre les amarres là-bas pour rejoindre l'autre camp. Et puis, voilà, la personne à qui vous faites référence n'a pas dit pour autant que je ne suis plus avec l'Union progressiste, le renouveau. Parce qu'on sache. Il a juste exprimé Un état d'âme à un moment état, donné. voilà, à un moment donné, et je pense que depuis qu'il a dit ça, ça lui est déjà passé. Ah bon? Et que les relations sont au beau-fils. On ne l'a pas vu au colloque non plus, hein, docteur Egbak. Bon, On l'a pas vu. Quand même, on a vu tous les classiques, si on peut dire comme ça. Oui. On a vu le président Bruno Amoussou, bien d'autres. Ça peut arriver, mais patientez, vous allez voir pour d'autres manifestations, vous allez voir sa présence remarquable. Alors, vous avez parlé également de gouvernance économique et progrès au cours de ce colloque-là. Oui. C'était le dernier panel sur lequel vous avez insisté, le dernier panel qui a conduit aux conclusions générales. Effectivement, on a essayé à travers ce panel de revoir la situation économique du pays dans les années 80 pour essayer de se projeter maintenant sur ce qui s'est passé après jusqu'en 2016. Tout le monde savait que les aiguilles économiques de l'époque, tout était au point mort. Le tableau était rouge. Et donc, à la prise du pouvoir par le président Soglo, qui a fait un miracle dans le temps, parce qu'en 89, nous étions à moins 3% de notre PIB, j'allais dire, ou de croissance. Et en l'espace de 4 ans, il a fait vraiment un miracle pour qu'on se retrouve à plus de 6% en 1994. Donc, vous semblez tout à l'heure lui reprocher de l'avoir géré avec les programmes d'ajustement. Oui, avec les programmes d'ajustement. Et lui, il avait eu la chance d'avoir une période phase parce que c'était la sortie et nous avons basculé dans le camp occidental et il y avait massivement d'injections. Il y avait beaucoup d'injections dans le pays. Donc, et en plus, pendant qu'il recevait énormément de financement pour le pays, pour il y avait aussi la dévaluation du franc CFA qui est intervenue pour créer encore plus de conditions. Donc, ça a été rapide. Et c'est pour ça que je vous disais que c'était une guerre entre deux puissances, parce que lorsque le Bénin a basculé de l'autre côté, et puis rapidement, son économie a redémarré. Donc, on a connu cette croissance économique avec le premier quinquennat de Mathieu Kérékou jusqu'en 2001. Et donc, ce n'est qu'à partir de 2002 que nous avons connu un ralentissement de notre économie jusqu'en 2015, 2016, jusqu'à l'arrivée du président Patrice Talon qui a véritablement redémarré notre économie. Et aujourd'hui, je peux vous dire que, comme tout le monde sait, le Bénin aujourd'hui est très liquide. Le Bénin a beaucoup de ressources grâce aux réformes qui ont été mises en place et avec des dispositifs de gouvernance qui font que l'argent de l'État va réellement dans les caisses de l'État, parce que ce qui se passait avant, c'était que l'argent du pays sortait de partout. Or, on ne peut pas bâtir un État avec l'argent public qui sort de partout. Donc, avec les réformes, la numérisation des services publics, ça fait que aujourd'hui, je peux vous raconter une anecdote, c'est que j'étais allé travailler récemment dans le Nord, dans la Takora, dans le cadre de la collecte des données comptant pour l'élaboration du plan Bénin Vision 2060. Le plan Bénin Vision 2060, c'est ça qui va remplacer Bénin Alafia. Et donc, j'avais été envoyé dans la Takora où j'avais en charge 3 communes, Natitengu, Bukume et Tukuntuna, pour faire de l'animation. Je vais animer des focus group avec les enfants, des jeunes, des femmes et des hommes pour pouvoir recueillir leur avis sur un certain nombre de thématiques. Donc, c'est une mission. J'ai été recruté et au retour, il fallait qu'on me paye. Et donc, pour me payer, qu'est-ce qui s'est passé? C'est moi-même, avec mon téléphone, j'ai établi ma facture normalisée. Et au moment d'émettre la facture, le truc me demande de payer mes impôts. Avec mon téléphone, par Momo, j'ai payé mes impôts et j'ai eu l'assurance que l'argent, l'impôt que je viens de payer est véritablement allé dans les caisses de l'État. Alors qu'avant, c'était pas le cas. Il faut aller dans l'administration. Vous avez la chance de tomber sur des gens qui vont commencer à vouloir vous racketter. Donc, aujourd'hui, la corruption, c'est-à-dire cette réforme, a contribué en fait à la réduction
de la corruption dans notre pays. C'est pour ça, c'est pas pour rien qu'on a été bien logé la dernière fois avec ça. Ça, c'est un des résultats. On a quand même dégringolé parfois. Hein. Ben, je vous dis, c'est pas stable, je vous parle de l'œuvre de Patrice Talon. Grâce à lui, vous voyez ce que ça donne, l'impact de cette réforme. Je crois qu'il faut le reconnaître. Et puis, il y a une autre réforme. Vous voyez, par exemple, les histoires de cantines scolaires. À l'unanimité, puisque il y a beaucoup de consultants qui ont été déployés dans les 77 communes du Bénin. À l'unanimité, nos concitoyens reconnaissent que les cantines scolaires, c'est véritablement une solution pour que les enfants puissent aller à l'école et même maintenir à l'école. Les enfants sont beaucoup plus scolarisés grâce à la numérisation des actes de naissance. Parce que faute d'actes de naissance, à une période donnée, les enfants n'allaient pas à l'école. Donc ça, c'est des réformes qui ont apporté des résultats qui sont très efficaces, qu'il faut reconnaître. Et puis, j'ai écouté aussi dernièrement le directeur général de l'ANPE pour parler de l'efficacité du projet spécial d'insertion des jeunes dans l'emploi. C'est aussi très efficace. Donc, c'est pour vous dire que sous Patrice Talon, le Bénin a retrouvé véritablement, en fait, je vais dire, son chemin de développement et est respecté aujourd'hui. Et je vais terminer là-dessus, sur cette question. Vous avez vu, lors du passage de Macron au Bénin la dernière fois, quand le président lui disait, nous avons besoin de la technologie. Nous avons besoin des armes pour combattre le terrorisme. Mais nous ne demandons pas. Nous avons les moyens pour les acheter. C'est ça un pays. C'est ça un pays. Il faut s'affirmer. Et pour s'affirmer, il faut travailler. Il faut faire les réformes. Il faut mettre en place les dispositifs de gouvernance qu'il faut pour pouvoir accéder. On n'arrive pas à ce niveau par hasard. Donc, c'est ce que aujourd'hui, vous vendez les réformes. On vous opposera qu'on n'attend que ça d'un gouvernement, en tout cas quand on élit un chef d'État, on attend que ça de lui, des progrès. Alors, quand vous vendez ce côté des progrès, ce qui est visible par le commun des mortels, en tout cas ceux qui veulent bien voir, que faites-vous des côtés ou des points je ne veux pas dire négatifs, je préfère parler d'insuffisance. Vous avez cité tout à l'heure le directeur de l'ANPE qui vous a dit que les citoyens ne verraient peut-être pas vraiment les progrès, là je le paraphrase, hein, si on n'arrive pas à baisser le taux de sous-emploi qui est une réalité. C'est ça, un. Il y a aussi parmi les participants quelqu'un qui a demandé au panélisme, vous parlez des cantines scolaires, vous parlez de ci et de ça, mais et ces béninois, je ne fais que reposer sa question, hein, qui ne mangent pas 3 fois par jour, est-ce qu'ils sont toujours dans vos progrès là? Quand il y a de ces éléments et que vous n'en vendez que les points positifs, on vous dira que vous faites presque de la rétention d'informations. Écoutez, ce que nous vendons, comme vous venez de le dire, c'est parce que nous les avons réalisés. Et avant nous, il n'y a aucun gouvernement qui a réalisé autant de choses. Donc, que les gens nous permettent de le dire. D'accord. Quand vous avez fini de le dire alors? Voilà. Et vous dire que nous sommes sur un chemin que nous n'allons peut-être jamais terminer de parcourir, de patienter, que les actions continuent. Non, on ne peut pas leur donner un temps. L'État essaie une continuité. Un pays, ce n'est pas une question de temps. On est à moins de 15 mois pour Patrice Talon. Hein. Écoutez, Patrice Talon a ses éléments. Être le génie de la majorité aujourd'hui. Je viens de vous dire que il y a des partis qui sont déjà prêts et que Patrice Talon, après lui, la dynamique va continuer. La dynamique ne baissera pas. C'est surtout à cela que nous travaillons. Nous avons pris le cap, nous avons pris le large, mais le danger, c'est de baisser les bras pour rechuter. Et c'est ça que nous ne voulons pas. La dynamique doit continuer. Ceux qui aujourd'hui se plaignent, ceux qui peut-être n'ont pas encore pu bénéficier de ci ou de ça dans tout ce que nous faisons, moi je leur dis, on ne fait pas des omelettes sans casser des œufs et que nous n'avons pas terminé, nous continuons de travailler et tous les Béninois vont se retrouver dans nos actions et bénéficier parce que ce sont des Béninois. Nous sommes 13 millions de Béninois copropriétaires de ce pays
et chacun trouvera son compte. Même si aujourd'hui, ce n'est pas encore votre tour va arriver et nous travaillons pour ça. C'est au cas par cas alors. Non, pas cas par cas, mais je Ou dis bien chacun, c'est tour à tour. même pas. Ah non, on a fini avec ça. Cas par cas, tour à tour. Non, nous ne sommes plus dans cette dynamique. Nous travaillons pour un maillage territorial complet et chacun à son niveau. Si vous êtes dans tel département, à travers les structures décentralisées, nous agissons et vous allez vous retrouver dedans. Donc, n'ayez pas peur. On retiendra que ce colloque sur 2 jours, 27 et 28, c'est pour permettre à l'Union progressiste d'apprécier cet héritage de 90 à l'aune des réformes aujourd'hui. Les panels que vous venez de rappeler l'ont prouvé à suffisance. Alors, en définitive, après ce colloque-là, l'Union progressiste, le renouveau, s'engage dans quelle démarche? Continuer à entretenir ces militants, continuer à mobiliser ces militants pour les échéances à venir. Ce n'est pas que nous avons fait ce colloque et puis nous irons dormir sur nos lauriers. C'est maintenant que le travail commence. C'est maintenant que nous allons accélérer. C'est maintenant que nous allons parcourir tout le pays pour mobiliser nos militants qui sont déjà en phase avec nos activités et nous allons poursuivre dans ce sens jusqu'à la victoire finale en 2026. On a fait le tour de ce colloque-là. C'était l'objectif, revenir un peu sur tout ce que vous avez dit au cours de ce colloque, repréciser à ceux qui peut-être ne vous ont pas suivi l'importance des activités de l'Union progressiste, le renouveau dans la célébration de l'histoire, de l'héritage de la conférence nationale de 90. Je vous laisse quelques minutes pour conclure. Bah, écoutez, merci pour l'invitation. Ce colloque, c'est un grand succès qui va nous servir de base prochainement pour intensifier nos actions sur le terrain. Parce que comme je vous ai dit, le travail commence. Nous allons prochainement organiser d'autres manifestations pour continuer à mobiliser nos militants. Et voilà, aujourd'hui, peut-être que nous allons continuer à s'inspirer de cet événement, la conférence nationale, qui est pour nous, comme je l'ai dit au début, c'est un héritage dans lequel nous irons puiser chaque fois pour essayer de continuer à peaufiner nos actions, à voir ce qui manque à la République, ce qui manque aux citoyens, pour instaurer véritablement un bien-être social pour tous, opposants comme mouvanciers. Nous n'avons pas de limite. Nous travaillons pour tout le peuple béninois. Quand il s'agit du peuple, nous ne faisons plus les différences. Et donc, nous sommes un peuple et nous avons le devoir de nous entretenir en fraternité pour mener à bon port ce pays. Donc, quand il s'agit du peuple, les questions de rivalité, ce n'est pas notre credo. Nous travaillons pour le peuple. C'était l'Union progressiste, le renouveau sorti de ce colloque de 2 jours sur les acquis de la conférence nationale. Un colloque qui était sur le thème système démocratique, cas du Bénin, 35 ans après la conférence nationale. On vous a rappelé le contenu des différents panels de ce colloque, 3 différents panels sur la réforme du système partisan, sur l'état de droit, la démocratie et la justice, et enfin les progrès avec Dr Egbakor. Eh bien, nous sommes revenus un peu sur l'essentiel du développement des panélistes. Et comme je le disais tout à l'heure, l'objectif, c'est donc d'apprécier un peu le parcours du Bénin et aujourd'hui à l'aune des réformes. Merci beaucoup, Dr Alessandre Egbakor. Merci à vous. Vous êtes sociologue politique et surtout membre de l'Union progressiste Le Renouveau. C'est bien ça. Merci, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. Et je rappelle à ceux-là qui viennent de nous prendre au vol que toutes nos productions restent disponibles sur nos plateformes numériques, notre site internet déjà, sur lequel vous pouvez nous suivre en direct, le www.etelebina.com, notre chaîne YouTube Etelebina, et télécharger l'application Etelebina pour nous suivre aussi un peu plus facilement. Etélé avec vous, pour vous. Le programme se poursuit.